Tell them again. Hello, everyone, and command their Hello, attention. everyone. Maybe you had a fantastic lunch, so I think we can start now. Is it? Like, can I have the attention, please? Go ahead. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Uh, Hello to the ministers, presidents, respected political leaders, senior professionals, and the entire Fojeka team. Thank you for welcoming us today on the stage. I would also like to extend my sincere thanks to Mr. Mohammed Diang for his trust and allowing me to represent his company, Majestic Living Properties, in front of you. Here's the reality. Investors don't lose money in Dubai because the market is weak. They lose money when they enter without structure, without local insight, and without a clear plan for income or exit. Let me share a few points that consistently matter, especially for African and international investors. First, Dubai is not a single market. It is a collection of micro markets, each driven by different demands, cycles. Two properties with the same purchase price can be giving different sort of results. That purely depends on the location, the planning, and what exactly is your motto behind purchasing that apartment. Our focus is not on what looks attractive today, but what and where demand will exist after 3, 5, or 7 years from now. Second, returns are created by strategy, not speculations. Some investors prioritize steady rental income, others look for capital growth, and many want residency, income, and long-term appreciation together. At Majestic, we structure investments accordingly using a mix of long-term leasing, short-term rentals, phase resales, or portfolio expansions. Planning the full investment life cycle is where value is created. Third, the ecosystem matters more than the asset itself. A property does not perform in isolation. Management, leasing, legal clarity, inspections, and timing all influence outcomes. This is why we provide multiple solutions around the real estate investments, not just the transaction, from acquisitions, the due diligence, to leasing, resale, planning, and golden visa support. We stay involved with each one of you at every step which you take. Our reason this structure works so well in UAE is the regulatory environment. Transactions are governed by clear laws, standardized contracts, and digital land registries. Hi, I believe my colleague Mr. Harry is here, who Yes, will be ladies joining and me now. gentlemen, please put your hands together for Mr. Harinder S. Arya, Chief Executive Officer, JC McLean International, who's also a major sponsor of today. Thanks, Mr. Harry. So the one reason which I was talking about works so well in UAE is the regulatory environment. Transactions are governed by the clear laws, standardized contracts, and the digital land registries. Every transfer, escrow payment, and the title deeds are monitored through official authorities. You know where your money is, you know
who holds it, and where exactly the ownership is transferred. That level of clarity which you can get in Dubai builds trust, confidence, especially for international investors. Fourth, I would like to highlight that Dubai is a platform, not just a property market. Freehold ownerships for foreign investors, strong rental demands, zero tolerance, and zero income and capital gain tax. And long-term residency options make Dubai a powerful base for wealth preservations, business expansions, and family stability. And for many African investors we work with, Dubai becomes a second home and a strategic hub. Let me share one short story with everyone. That's a real life example of how an African investor ended up becoming a real person who has invested for a longer period of time with us. A few years ago, an African client approached us. He wanted to buy a single property in a high-end apartment because it felt safe to him. But after listening to him, understanding what exactly he needs and what exactly is his motto, we informed him rather than buying an luxurious apartment, he should rather be focusing on investing in small properties which can give him higher rental returns. What does it affect and how does it affected him? In terms of it is, if you buy smaller properties, it would be easy to liquidate, you can get great returns, and the rental growth which you can see, or the property appreciation which we talk about, goes high and beyond, because it's very easy and manageable to liquidate when it comes to the secondary market. But when we talk about high-end properties, there's only few or countable number of people who are actually interested in buying so. So what happens at the result is, after 8 months of his investment, he is very happy with the returns. He's presently earning between 8 to 10% of the returns on the rental. And also, one of the properties he liquidated with a ROI of 33%. So that is really commendable. And this is why we are proud to say that African nationals, which we have worked with over the years, remains invested and satisfied with the returns and profits they have achieved. I conclude this with this thought. Dubai rewards disciplined investors, not emotional ones. It is a market where transparency replaces uncertainty, structure replaces guesswork, and long-term thinking consistently outperforms short-term expansions. When approached correctly, real estate here becomes more than an asset, it becomes a strategy. Merci pour votre attention. I wish you all a productive day. Thank you. Thank you very much. And I would like to now introduce our next speaker, who's none other than Mr. Harinder S. Arya, Chief Executive Officer, JC McLean International. Welcome. Mic check, mic check. Okay. Good afternoon, everybody. First of all, apologies. I was a few minutes behind schedule. Got stuck on the Sheikh Zayed Road. I know you won't believe, but it does rain. It does rain in Dubai, especially in winters. So apologies for that. First off, I'd like to welcome the delegates here to UAE. The weather is beautiful. The agenda that we have today is also quite key for the country of UAE and for the partnership that we are looking forward to build with the African countries. I represent JC McLean. It's almost a 30-year-old company based out of Dubai in Jebel Ali Industrial Zone. It was one of the first companies in the UAE which started undertaking manufacturing and construction of luxury and ultra-luxury properties. This company was originally started by a gentleman called Mr. J.C. McLean from Ireland himself, and through a few change of hands was with one of the royal members of the UAE. Mr. Mohammed Dieng from Senegal, who is also one of the sponsors of today's event, he saw a great opportunity in this company. The company was in a little bit of doldrums because of COVID back in 2020, 2021. Coming out of COVID,
There are a lot of cash flow issues, a lot of bankruptcies of the customers. So Mr. Mohammed saw a great business opportunity in this company. I got connected to him through a common friend, and we worked together to acquire this company about 3.5 years back. With his acumen, business acumen, and assistance of funds and assistance of a lot of networks and customers, we have tripled the revenue of the company in last 3 years with projects, with marquee projects like the Zayed University project that we recently delivered. We are building a Sea Palace hotel in Abu Dhabi right now. We are doing Mr. C residences here in Sheikh Zayed Road. So in a sense, we have literally turned the company around in last 3.5 years. The idea is now to take our experience, our capabilities in manufacturing, our capabilities in construction, our capabilities in design, in managing luxury and ultra-luxury spaces to some of the up-and-coming markets in East and West Africa. So we have done multiple surveys. We have made multiple visits to several countries in East and West Africa. We have shortlisted several locations. Our intention is to set up 2 manufacturing plants, primarily for the joinery items and architectural metalworks. As you can see in the video up there, this is some of the works that Jesse McLean had executed previously. This is one of the luxury resorts we recently completed in Ras Al Khaimah. It was almost 220 ultra-luxury rooms. Yep, that's Radisson Hotel we did. And you'll probably see some snippets of our manufacturing facility as well. We have almost 1,300 labor of our own working for us, primarily drawn from South Asia and Egypt. But given our pivot towards West and East Africa, we are looking to recruit, train, and redeploy a lot of labor from East and West African countries. As part of that initiative, we have recently hired a large batch of almost 96 skilled laborers from Africa. Primarily because they speak English and they did have some construction experience, and we are bringing them over to Dubai to give them high-skilled training on CNC machines, on high-skilled carpentry, on high-end finishing works in our projects and in our factory. Once this team, this group, this cohort that we have onboarded is fully on board with us, more than likely we are going to redeploy them back to their native countries, set up a manufacturing facility there, and execute projects in Africa. The idea there, again, is to not bring the products or bring the labor from UAE and send them to various project sites in Africa. The idea is to grow the local talent by bringing them here first. We train them, we coach them, we educate them, we give them the skills that are required in our industry, because our industry is a luxury industry and it requires a very high level of skill set. So it takes a little bit of time. So in about a year's time, I think the teams will be ready to be redeployed to the sites. With that in mind, we do appreciate any connects that we can get from the esteemed delegates here of any particular projects that you're looking at, any luxury hotels that you want to set up in Africa. We can get the designs done for you. We can do the constructions. We can do the complete interior outfitting also for you. In addition, we can also assist you with any other complicated technical engineering or a challenging project, whether that's marine reclamation projects or whether that's complicated villas that you want to set up for luxury or ultra-luxury segment in African countries. We'll be very happy to assist with that also. Finally, I do invite this esteemed delegation to invest in the companies that are based out of UAE.
like Mr. Mohammed Ying, he saw a great opportunity in investing in a UAE-based company and then taking it back to Africa. I think there are a lot of hidden gems that are available in UAE, wherein you can come in, you can invest in them for the people, for the skills, for the technology, and then you can redeploy them back to your countries. And that can be in any space. It can be in construction, it can be in oil and gas, it can be in agriculture, it can be in food processing, trading. There are a lot of gems, hidden gems, that are there, which will give you tremendous synergies between this country and the nations you represent. With that, I think on a concluding note, I would like to invite everybody to our manufacturing facility tomorrow morning. We would like to host you, like to show you what we do in Dubai. And this is a company that Mr. Mohammed Ying owns himself, so please treat it as your company. So if you have any immediate requirements, we'll be very happy to assist on design, on advice, or anything that you need. We're very happy to assist. Look forward to seeing you tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen. I believe that was very, very detailed for everyone. Before we proceed, do we have any questions? Maybe Mr. Olivier? Alors, nous venons d'écouter ces appels à investir dans les Émirats arabes unis par ces deux acteurs qui ont présenté un certain nombre de facilités et qui invitent donc la communauté des affaires africaine à se joindre à leur dynamisme, à se joindre à leur aventure de succès, pour donner aussi le succès à l'investissement en Afrique. Je crois que ces deux présentations achevaient, pour ainsi dire, les panels qui ont été prévus pour cette session. Il faut peut-être rappeler qu'on devrait avoir une présentation vers la fin qui va durer 5 minutes, mais répondez déjà à l'invitation qui a été faite pour la visite attendue demain dans ce groupe qui vient de nous être présenté. Et si nous nous en tenons au programme qui a été arrêté, on devrait avoir des rencontres B2B pour exalter la coopération, pour exalter les échanges, les opportunités entre l'Afrique et les Émirats arabes unis. Je vais peut-être rappeler ici le président Amadou Diagne pour quelques remarques qui vont guider la suite de cette journée. Monsieur le Président. Monsieur le Président Amadou Diagne, je vais peut-être vous inviter ici pour faire quelques remarques qui vont guider la suite de cette journée, après la présentation du dernier panel Investir à Dubaï. Non, je voudrais vous inviter ici, Monsieur le Président, à donner quelques remarques, quelques orientations qui vont guider pour la suite de cette journée, après le panel que nous venons de suivre. On a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, qu'il n'y en avait même pas.
D'accord. Le micro au président. Ma question, elle sera simple. Et elle sera même terre à terre. Mais je vois que quand elle est simple, certainement la réponse aussi sera beaucoup plus simple. Vous, vous êtes présent ici, à Dubaï. Vous avez vos investissements à Dubaï. Je suis parti dans vos bureaux, j'ai regardé et j'ai vu ce que vous faites. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, il est facile pour un Africain de s'implanter ici, à Dubaï, et de faire un investissement tranquille, ou est-ce qu'il faut beaucoup plus de temps pour pouvoir s'adapter à la réalité ici de Dubaï? If I may, from what I have seen, both personally and professionally, I think the answer is it's as easy and as difficult for somebody from outside of UAE to settle here as it is from any other country. I mean, language can be a little bit of a challenge here because most of the population here is either Arabic speaking or English speaking. And there is a French speaking population also, which is rapidly growing in UAE. Personally, I have a few friends who are from Ghana and Senegal, and they have established themselves here about 3, 4, 5 years back, and they have found professional opportunities to work, invest, start their own businesses, and I would say that they are doing quite well. The easiest way to get in for a professional is to get in two main industries, or three main industries, I would say. Number one is the construction business. That's one of the largest industries of UAE. Second is the oil and gas industry, and third is commodity trading. If you have anything to do with those three industries, your entry into the UAE's professional circles is relatively easy. And once you get a job here, you get into the professional circle, your personal life will settle down as easily or as difficult as you make it. It's not any more difficult than what other people from outside face. On the business and investing side of things, the best part about UAE is that the government's objective is, and the treatment of investment it's one of the best across the world. The legal system is very transparent. Transactions are very, very secure. Your investments that you bring into the country, as long as they comply with the global regulations, are fully secure. I mean, there are no, what should I say? There are no news of any gray investments or gray decisions or your investments going bad in UAE, as far as I'm aware. The best part here is that the country strongly believes, the ruler strongly believes in the rule of law. They strongly believe in being completely unbiased. They do not look at where and how and at the color of the investment that is coming in, as long as it is compliant with the local rules and regulations. They are very happy to welcome it, protect it, and grow it. Repatriation of the funds, of the investments from any country is one of the key criteria for any investor to bring in capital. Repatriation from UAE is one of the most easiest. It is the easiest from what my experience has been across the world. I mean, it's easier than repatriating money than from United States of America. Even if I have to repatriate money from the US, I have to answer 10 different questions. Over here, no questions asked. If it's your money, it's a legit transaction, you'll get it back, right, outside the country. So those are my 2 cents. Kuldeep?
just to add on to Harry's point about being transparent and fair to everyone, I have, I came to Dubai in 2020. I started working and learned along with that. So firstly, I believe that there's no communication barrier, which I have seen personally in Dubai. And I believe everyone would agree to this. Because in Dubai, there's around 192 countries, like people from 192 countries, or maybe more now, are presently staying in Dubai. And definitely, each one of them is representing their culture, their trade, and the businesses which they have done or are doing now in Dubai. So definitely, there's 2 or 3 points which does imply when you're coming to Dubai first. The person has to be dedicated and always open to the challenges, because a lot of people who are coming to Dubai, they are having some sort of dreams and which they want to really accomplish. They are coming to Dubai with a dream to either to help secure the family, to build a future, or to be a successful entrepreneur. So in conclusion, I would say that if you have a dream and if you are working towards it, then definitely you have a fair chance of becoming something in your life. And especially in Dubai, it offers you great opportunities and great people which will cross your paths along with you. That's all from my side. Oui, on peut donner. Mais ça, c'est des témoignages qui sonnent comme des appels, des incitations. Oui, mes questions, ne les prenez pas comme des questions très banales, hein. Je suis venu avec des étrangers. Il y en a qui sont venus pour la première fois. Et il y en a qui sont venus, qui sont revenus et qui ont envie de faire business ici. Et je ne voudrais pas qu'au sortir de cette salle, que des questions soient posées ailleurs en dehors du forum. C'est pourquoi j'en profite pour poser cette question. Moi, je peux comprendre la question, la solution ou la réponse que vous allez me donner, mais je voudrais que tous ceux qui sont dans la salle en profitent. Alors, est-ce qu'à Dubaï, ce sont 2 dernières questions, hein? Après je passe à madame qui voudrait poser une question. Est-ce qu'à Dubaï, c'est facile pour un étranger d'ouvrir un compte bancaire? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'à Dubaï, comme au Sénégal, où on peut ouvrir en 24 heures un compte bancaire, comme dans d'autres pays, comment dirais-je, pas un compte bancaire, une société, est-ce qu'à Dubaï, c'est facile d'ouvrir une société? Est-ce qu'on peut la faire comme c'est possible au Sénégal, par exemple, en 24 heures? Merci. Harry, would you like to take over, or I have the answers ready? Okay, so as I understood, just correct me if I'm wrong, you asked for 3 questions. That one, is it easy to come to Dubai? Second, is it easier to open up a bank account in Dubai? And the third question which you have asked is it easy to open up a company? Definitely, all the questions which you have asked are completely, I would say, easy. In order, if you want to open up a bank account, there are 2 things which you definitely require. One, either you are a resident, like either working here in some company or have done some investments. So the government does give options on what sort of bank account you are looking to open up. So if you have a property, definitely you can open up an investor's bank account that is done at any bank or I would say esteemed commercial organization. Second, in order to set up a company, definitely you can come and set up the company, but there would be some legal implications which has to be kept in mind. For example, you have to get your company registered, you have to know what sort of business you are going to do, and also like the documentation from back of your country, like where exactly the funds are coming from, what are the source of funds, that has to be declared. And if you have all the documentations available, then it's really easy, and there's a lot of, I would say, commercial organizations available who can definitely help you set up a company without any hassle. Or if you don't like to work with any third-party agencies to help you out in that, government has established a lot of Tashkil and Amr centers where you can go by yourself, you can ask the questions which you have, and definitely you'll get the answers at the same time. But it's definitely doable,
I have done that, and I believe everyone who's coming up with a dream can do. Thank you. Yeah. Mr. President, another take on your question. I've set up 6 companies here in UAE in last 3 years. Average time for setting up the company was 4 days. I've set it up on the mainland. I've set it up in the free zones. 4 days. To set up the bank account, in most cases, for the business bank account, it took about 2 days to open it up. In just one case, it took about a couple of weeks because there were international investors, there were additional KYC requirements. But to open a bank account, to open a company, I would say it's one of the easiest places to do it. Merci. La prochaine question, c'est à la dame. Thank you. I would first like to thank you for your brilliant presentations. My questions is more in the line of real estate. We cannot doubt that the return on investment on real estate is there. So many of us would like to invest and maybe try our shot there. What do you recommend for someone who maybe doesn't have the budget of someone that's been investing for years in real estate, but would like to get their feet in? How would you recommend them to set up their investment in the sector? Sorry, could you please repeat the last phrase? So basically you are looking for like what is the minimum amount which should be available in order to start making like investing in real estate? Is that correct? So basically, in order to start with the real estate investments, you just have to have one thing in mind, whether you are looking to buy it for your personal use or you're looking for as an investment. If you're looking for your personal use, definitely you have to be a resident here in Dubai. The banks do offer flexibility of getting mortgage of up to 80% of the property price. So you just have to pay your 20% of the entire property value, and the rest 80% can be covered by the bank depending upon your credit scores, definitely. And still, if you are interested to buy and you're not a resident, the other option would be you can approach the banks, and they are, after reviewing your credit scores and the creditability which you have back in your country, they can mortgage up to 60% of the entire property price. That is related to the ready properties. And there's secondary option which you can go for, that is buying an off-plan property. So in Dubai, there's a lot of developers which definitely gives you a flexibility on the payment plans. So there are payment plans available in Dubai which starts from like initial payment of 5% of the property, and it can be stretched over for next 2 to 3 years. And there are some properties in Dubai as well which will give you a flexibility to pay even after you move in. So for example, you have paid 20% of the property price now, and the building is completing after 3 years. So you have to pay the 80% after 3 years, not immediate. Some payment plans do allow you like to make bullet payments, that is 10% in 3 months or in 6 months, depending upon project to project and the location. So the payment plans are flexible, the banks are flexible, and can easily be mortgaged, and you can buy a property in Dubai. We can definitely help you out in that. Très bien. Merci. Le président Amadou Dia a encore une observation ou une question. Non, j'en ai fini. C'est pour conclure. Je voudrais juste... D'accord. Depuis ce matin, peut-être parce que je suis sorti plusieurs fois, donc je ne suis pas censé savoir tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Mais dans la salle, j'ai noté la présence d'un éminent professeur. Un professeur qui nous vient de très loin, de la République démocratique du Congo.
Je voudrais savoir, moi, la pensée, le point de vue du professeur sur tout ce qui s'est dit depuis ce matin et également que pense-t-il d'un forum de ce genre. Je pense que c'est important pour introduire le professeur Massamba de la République démocratique du Congo, un grand juriste. Merci. Merci, professeur. Vous avez le plancher pour dire vos observations et vos remarques sur ce qui s'est passé depuis ce matin. Vous pouvez rester à votre place. Merci, Monsieur le Président, de cette question spontanée qui appelle une réponse spontanée également, mais une réponse sincère. Oui? Ok, je m'invite là. D'abord, je voudrais m'associer à tous ceux qui ont félicité cette organisation, les initiatives prises et le courage aussi et la persévérance pour atteindre un tel résultat avec des participants venant d'un peu partout. Les rencontres de ce genre nous permettent déjà de mieux nous connaître aussi. Nous avons des expériences différentes. Dans nos pays, il y a sans doute un certain nombre de préoccupations ou de défis qui se recoupent ou se retrouvent, qui nous sont communs, mais ce sont, je dirais, des rencontres d'expériences différentes. Rien que cela, c'est une première richesse. J'ai entendu ici des préoccupations, peut-être pas suffisamment, ça aurait pu être signalé de manière un peu plus forte. Cela a été fait un peu quand l'OHADA a pris la parole sur le climat des affaires. Peut-être parce que je suis juriste. À chaque fois que je suis dans un forum où l'accent est mis sur des questions d'ordre économique, de développement et d'investissement, j'essaye chaque fois de vérifier si on essaie d'identifier ce qu'on peut considérer comme des contraintes. Dans le monde entier, il y a des opportunités, il faut les saisir, il faut les identifier et il faut évidemment en profiter, si je puis dire. Il faut les connaître pour pouvoir en profiter. Les opportunités existent et c'est mondial. Il y a évidemment, de tel endroit à tel autre, les opportunités varient. Et nous nous trouvons ici à Dubaï. On a entendu également d'où vient, je dirais, Dubaï et où est arrivé aujourd'hui Dubaï. C'est la preuve, je dirais, pour ceux qui, je dirais, ont la foi en Dieu ou en Allah, c'est la preuve quand même qu'il y a quelque chose de très spécial dans l'être humain qui montre qu'on peut partir de pas grand-chose et faire un développement spectaculaire qui impressionne tout le monde. Ce genre de preuves, ce sont aussi des témoignages importants. Je m'excuse, je refermerai la parenthèse sur cet aspect-là. Pour ceux qui ont la foi, c'est très très important de voir des exemples comme le cas de Dubaï. Donc tout est possible. Mais c'est aussi la signification du fait que le développement est différent. Dans certains pays, je prends l'exemple de mon propre pays, la RDC, à l'aube de l'indépendance, en 1960, la RDC était un pays, je dirais du point de vue de la puissance économique, qui était au même niveau que le Canada. Aujourd'hui, nous sommes très 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 en bas par rapport au Canada. Il y a quelques années, on ne connaissait pas tellement, je ne sais pas, la Malaisie et d'autres, on n'en parlait pas tellement, mais on voit comment. Donc, on est tous faits et aptes à développer, à créer des cadres appropriés et des opportunités pour l'investissement. Mais peut-être qu'il est important parfois de regarder l'expérience des uns et des autres. Moi, j'ai été impressionné lors d'un séjour à Kuala Lumpur d'entendre parler de leur programme de transformation, comment les choses se passaient. Et ce sont des exemples dont il faut savoir s'inspirer. Dubaï est un exemple qui peut nous inspirer du point de vue de la volonté, de la détermination à développer un pays. Mais on a beaucoup parlé ici de, je crois que c'est l'expression anglaise qui est la meilleure, la rule of law. On dit qu'on y croit. Ici, c'est le droit qui passe. Votre propriété, c'est votre propriété. Votre investissement, c'est votre investissement. S'il y a un problème, ce problème sera réglé de manière rationnelle dans le respect de la règle de droit. C'est pourquoi, surtout pour les non-juristes, je voudrais insister sur le fait
investir là où il y a une opportunité est une chose, mais il faut des garanties. Il ne faut pas aller au hasard et ensuite un jour avoir le sentiment qu'on est en train de tout perdre. Donc, la règle de droit est une chose essentielle en société. D'abord pour les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits en général, mais le droit ou les droits de l'homme d'affaires aussi, les droits de l'investisseur sont très importants pour inciter les personnes à venir investir. Je vais donner encore une autre image. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit des personnes qui investissent. C'est quand même un pays qui se développe, qui parfois connaît des problèmes, c'est vrai. Mais il y a des problèmes, il y a une certaine insécurité. Quand vous descendez à l'aéroport, vous commencez par bien vous barricader parce que vous avez peur. En rue, vous avez peur de sortir votre téléphone pouvant en mourir. Ce n'est pas le cas chez moi. Mais un investisseur aura tendance à aller plus vers l'Afrique du Sud que vers chez moi parce qu'il se dit que la sécurité que la loi apporte à son investissement est plus fort là-bas. Sa sécurité physique, il peut y veiller en ne sortant pas ou bien en travaillant à distance parce qu'il y a des cabinets d'avocats. Donc, la sécurité juridique et judiciaire de l'investisseur, c'est la clé et c'est la garantie de l'attractivité économique d'un pays. Tant que la loi n'existe pas, n'est pas lisible, n'est pas adaptée, n'est pas accessible, tant qu'il y a des tribunaux qui ne rassurent pas, il y a un problème. Les gens ne viendront pas vraiment investir, ils auront peur. On a créé maintenant des zones économiques spéciales, un peu comme la Free Zone ici, mais peut-être même avec beaucoup plus de facilité dans certains de nos pays, y compris le mien, pour dire aux investisseurs qu'il y a des endroits où vous pouvez venir investir, nous vous garantissons tout. Eh bien, j'ai eu une rencontre avec les personnes de la Banque mondiale qui sont en train d'encourager, de soutenir ce projet. Ils m'ont dit tout est prêt, mais ils ont encore un problème. Ils veulent une meilleure sécurité juridique. Donc, on revient à la sécurité juridique. On est en train de chercher comment faire cette sécurité. J'ai beaucoup apprécié le cœur qui a parlé, le cœur je crois, l'épouse d'un chef d'État qui a parlé tout à l'heure ici, qui est aussi à la fois investisseur et en même temps, je dirais, femme politique. Elle a dit qu'il ne faut pas qu'on vienne comme ça pour pleurer. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, c'est ça que ça signifie, qu'on soit donc pessimiste. On parle souvent de l'afro-pessimisme. Et elle était un peu déçue en disant, on parle un peu trop de corruption. Là, je ne partage pas tout à fait ça avec elle. Il y a des problèmes de corruption dans le monde entier. Mais dans nos pays, ce problème-là devrait être traité avec beaucoup plus d'attention, pas seulement pour nous aujourd'hui, ne soyons pas égoïstes, pensons aux générations futures, préparons le terrain et le chemin pour cela. Il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'obstacles à l'investissement, y compris les tracasseries administratives, y compris encore aussi la corruption qui existe. Il y a toutes ces questions qu'il faut bien régler. Et je terminerai par un mot d'encouragement et d'espoir. Parce que malgré quand on dépeint le tableau de l'Afrique, on parle beaucoup de problèmes. Et je comprends pourquoi la dame a dit il ne faut pas qu'on exagère, il faut qu'on soit fiers de nous. Oui, d'accord, mais on parle quand même de problèmes. Mais nous avons un exemple avec l'OHADA en créant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Une seule juridiction, et je ne serai pas long, je terminerai par là, une seule juridiction pour tout l'espace OHADA, c'est-à-dire 17 pays. Mais une juridiction crédible. Les juges sont choisis avec beaucoup de rigueur et ils sont bien payés aussi. Vous savez, cette haute juridiction supranationale a fait ses preuves et les investisseurs trouvent leur compte en se disant « si j'ai un problème, ça finira là-bas ». C'est parce que dans pas mal de pays, la justice n'inspirait pas suffisamment confiance. C'est pourquoi l'OHADA a créé cette possibilité d'une juridiction supranationale qui n'a pas un lien, qui n'attend pas un coup de fil de quelqu'un
ou bien quelque chose dans la poche, parce qu'on a choisi les juges en conséquence et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher suffisamment bien pour que ce soit souligné. Ça montre que même, je dirais, le fléau le plus difficile à combattre, ou l'un des fléaux les plus difficiles à combattre, c'est le cas de la corruption, peut reculer, ce qui est déjà bien, qu'on voit que ça peut reculer. Et l'OHADA l'a prouvé. Vous avez un problème judiciaire dans un pays X, membre de l'OHADA. Si dans ce pays, on peut acheter une décision judiciaire et qu'à un moment, la décision va arriver au niveau de l'OHADA, qui a son siège à Abidjan, il n'y aura pas moyen d'acheter là-bas. Alors, une fois que l'homme d'affaires est au courant de ça, s'il est normal, en aucun cas, il ne cherchera à acheter une décision qui sera cassée par la suite devant une juridiction qui est déjà crédible. En d'autres termes, il y a des éléments de pessimisme parce qu'il y a encore quelques problèmes, pas partout, mais dans tel ou tel pays. Mais nous avons aussi des éléments, des raisons de bien espérer parce qu'il y a des travaux qui se font et qui aboutissent à des résultats comme l'OHADA qui montrent qu'on peut faire reculer même ces fléaux et qu'on peut sécuriser les investisseurs pour qu'ils viennent de plus en plus nombreux et qu'on devienne un continent plus attractif. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que malgré le potentiel africain qui est énorme, peut-être le plus énorme du monde, on ne peut pas dire que le continent africain est le continent le plus attractif en termes d'investissement au monde. Il faut quand même être objectif. Nous devons nous battre en essayant d'identifier les problèmes pour chercher à les résoudre, pour que le continent africain continue de progresser et d'être aussi attractif que les autres continents. Voilà la petite contribution que a pu m'inspirer ou qu'ont pu m'inspirer les différentes interventions que j'ai entendues ici. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est ça aussi la vie sur Terre. Merci. Et c'est pratiquement un cours magistral que vous avez délivré, professeur. Mais merci beaucoup pour ces enseignements. On espère qu'on prend la graine. Tous qui sommes dans la salle, les investisseurs locaux et étrangers, eh bien, on va retenir qu'il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas s'appesantir sur son sort, sur l'autel de la faux pessimisme. Au contraire, il faut croire en ses potentialités. Nous devons avoir une présentation maintenant de 5 minutes. Une présentation qui sera faite par Monsieur Papa Amadou Dodo Gueye de 5 minutes. Et puis nous allons revenir pour les mots de conclusion. Vous avez la parole, Monsieur Gueye. Bonsoir tout le monde. Monsieur le Président du FOGECA, nous vous remercions pour cette opportunité. Et nous avons donc l'honneur de présenter NovaBridge, qui est une start-up sénégalaise spécialisée dans la conception de solutions innovantes destinées au secteur de la santé. Alors, nous sommes partis d'un constat. Présentement, la plupart des personnes utilisent des smartwatches, des Apple Watch, et nous nous sommes dit comment faire pour que la technologie soit au service de la santé. Et c'est à partir de ce constat-là que nous avons donc créé une montre connectée et pensée par des jeunes Africains et qui permet aujourd'hui de pouvoir lancer des alertes. Il ne s'agira pas tout simplement de mesurer des températures comme le font la plupart des montres, mais il s'agira pour nous d'avoir l'opportunité à chaque instant de mettre la technologie au service de la santé. En faisant donc, on l'a appelé LifeGuard, et qui est donc un compagnon de vie. Donc l'idée pour nous, c'est de se dire, la montre existe déjà partout et tout le monde l'utilise. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des vieilles personnes avec nous qui ne vivent pas souvent avec nous à la maison, qui sont peut-être au village ou un peu très loin. Et on s'est dit comment faire le rapprochement entre ces personnes qui ont peut-être des handicaps au niveau santé et avec le biais de la technologie pouvoir faire un rapprochement. On s'est dit si aujourd'hui on parvient à avoir une montre
qui peut mesurer en temps réel la température de la personne, de pouvoir suivre ses constantes vitales, à savoir le rythme cardiaque, la tension artérielle et le taux d'oxygène dans le sang. Il faudrait qu'on arrive à chaque instant, si cette personne a une température basse ou élevée, ou une tension basse ou élevée, que ses parents proches puissent avoir l'information en temps réel. Et son médecin également puisse avoir l'information en temps réel. Et c'est cette technologie que nous avons développée et qui permet aujourd'hui, lorsque la maman ou le grand-parent porte cette montre-là, si sa température est basse, même si elle ne sait ni lire, ni écrire, ou même comprendre ce qui se passe, son médecin recevra par WhatsApp et par SMS un message qui lui dit « Votre patiente, à cet instant-ci, a une tension qui est très faible, ou a une tension qui est très élevée, ou a un taux d'oxygène qui n'est pas normal. » Et cela permettra au médecin de pouvoir intervenir, ou même à ses proches de pouvoir l'appeler pour lui demander de rester au repos, etc., etc. Et cette plateforme permet également à un médecin de pouvoir suivre en temps réel. Aujourd'hui, il faut qu'on aille chez le médecin pour qu'il puisse nous prendre ces constantes-là. Alors que le médecin, à partir de son téléphone aujourd'hui, il a la possibilité de lire la liste de ses patients et de dire, tiens, celle-là, comment elle se porte. Avoir la possibilité de lancer une commande et qu'en temps réel, qu'il puisse savoir à partir de son bureau, Moussa qui est à Dakar, sa température est à combien actuellement, sa tension est à combien présentement et son rythme cardiaque est à combien. Est-ce que ça nécessite que je lui envoie une ordonnance ou autre? Il peut le faire en temps réel et le lui envoyer à travers l'application. Donc c'est exactement ce que nous avons développé avec des jeunes Africains qui sont au Sénégal et à Lyon, avec l'accompagnement bien entendu de fabricants qui sont en Chine et en Inde. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette montre qu'on appelle le LifeGuard et qui sera très bientôt lancée sur le marché du Sénégal en premier lieu, avant d'être lancée en Gambie, en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année 2026 et pour la plupart des autres pays de l'UEMOA. Donc merci encore une fois au président Amadou Diagne Fojeka pour cette opportunité et nous espérons pouvoir donc en discuter plus amplement avec les personnes intéressées. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Dudugay. And at this juncture, we are almost done, if not done, with the forum. But next we have the B2B, and it is my honor to call on the president of Fogeja himself, Mr. Amadou Diagne, to do the closing remarks. Mr. Le Président. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les participants. C'est la fin de la première partie. Et nous allons faire une pause de 5 minutes et ensuite procéder au B2B. Mais auparavant, je ne saurais terminer sans remercier Monsieur le ministre Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères de la République de l'Angola, qui depuis ce matin est présent dans la salle. Cela atteste l'importance que M. le ministre accorde au secteur privé africain et l'importance également que son Excellence, M. le Président de la République de l'Angola, accorde au secteur privé. Et je pense que nous, du secteur privé, nous avons été très contents de ce mandat d'exercice du Président en exercice de l'Union africaine. Monsieur le ministre, vraiment, nous vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos salutations, et en profite également à vous dire que demain, le prix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera décerné ici à Dubaï. Je remercie le professeur qui nous vient, le professeur Massamba de la RDC. Vous avez vu, vous ne pouvez pas ne pas prendre la parole. Vous avez eu à prendre la parole et vous avez certainement séduit plus d'un dans la salle. Merci. Pour le reste, après-demain samedi, nous avons un dîner gala qui sera animé par l'artiste Kofi Olomide,
qui arrive déjà tout à l'heure à 19h à l'aéroport, et par le couple malien Bassekou Kouyaté et Ami Sako. Et ensuite, il y aura la remise du traditionnel trophée Fojeka au lauréat de l'édition 2025. Ce qui veut dire que des sponsors comme le professeur Massamba, qui ont eu à participer à la réalisation de ce Fojeka, peuvent déjà retirer leur billet d'entrée avant qu'il ne soit tard chez le comité d'organisation qui est là-bas présent, parce qu'avec une forte présence de la police de Dubaï, et sachant que personne ne se rapprochera de l'hôtel Hilton s'il ne détient pas sa carte, mieux vaut prendre sa carte maintenant pour que le samedi, vous puissiez tranquillement, à 19h30, 20h, accéder dans la salle. Les autres sponsors et les invités spéciaux, en tout cas, M. Ndiaye, il tient déjà la liste. Pour d'autres, vous le connaissez, les conditions d'accès. Le billet d'entrée, il est à $200. Les tables VIP sont à $2000 et les tables VVIP sont à $3000. On le dit parce que c'est une soirée, un gala des investisseurs africains. Si on dit $10, $20, $30, c'est sûr que tout le monde aura envie de voir Kofi Olomide. C'est la raison pour laquelle vraiment Kofi est venu et Kofi fêtera les lauréats de l'édition 2025. Monsieur le ministre, c'est la fin de la première partie. J'aurais souhaité que vous-même vous l'annonciez, mais Madame Fanta, la présentatrice, me dit « Non, le ministre est fatigué, il a assez parlé, il faut le laisser. » Donc Fanta a été votre avocate. Donc, puisque Fanta a été votre avocate, la présentatrice gambienne, monsieur le ministre, ici, donc c'est exactement ça. Je remercie tous les étrangers, quel que soit le pays d'origine, vraiment, vous avez répondu présent à notre forum. Et toujours la mention spéciale aux deux ambassadeurs, à monsieur l'ambassadeur de la Gambie. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, vous levez, l'ambassadeur de la Gambie, qui, comme j'ai dit ce matin, nous a accompagnés du début à la fin, et l'ambassadeur Babacar Matardia également. Merci, en tout cas, merci à mon très cher ami. Quand je veux quelque chose chez le ministre des Affaires étrangères, c'est à lui que j'ose envoyer des SMS ou appeler. Je veux dire Stelvio. Stelvio, merci. Vraiment, le Fojeka vous remercie. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Et commençons le B2B après une pause de 5 minutes. C'est ça? Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Ils sont donc venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, du Togo, de la République démocratique du Congo et de la Gambie, entre autres, pour prendre part à cette édition du Fojeka qui marque ainsi le stop de la première journée. Dois-je vous rappeler le thème de cette édition, investir en Afrique et aux Émirats arabes unis. Nous aurons... Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, je vais... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, une minute. S'il vous plaît, une minute. Monsieur le ministre... Ah ouais. Monsieur le ministre, je vais sortir un peu du cadre du formalisme et de tout ce qui est solennel pour signaler la présence de mon épouse dans la salle, Madame Diagne. J'espère que je n'ai rien fait de grave. C'est une dame qui m'a beaucoup soutenu et qui tout le temps est avec moi. Vraiment, donc je vous remercie. Merci. Derrière un grand homme se cache forcément une grande femme. Thank you very, very much
for being here. Thank you for your time. Thank you for your interactions. We have officially closed the forum, and we're moving outside to all of the B2B. So thank you so much. My name is Fanta Cisse from the Gambia, and I'll see you all on Saturday. Bye-bye. It's okay. Merci beaucoup à tous et bonne suite, bon forum.